la question, l'enfant est-il vulnérable? La réponse est indéniablement oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son développement, il n'a pas achevé son développement, qu'il s'agisse de son développement physique, psychique, mental ou intellectuel, et donc il ne possède pas en lui les ressources nécessaires pour pouvoir se prémunir face à un danger. Alors les dangers, quels sont-ils? Ils sont nombreux, difficilement identifiables en l'état, et, euh, et ils peuvent être de toutes sortes pour un enfant. Donc pour autant, on les classifie en deux catégories. Il va y avoir les actions négatives menées à l'encontre de cet enfant, notamment par exemple dans le cas d'un viol. La personne qui viole l'enfant mène une action négative à son encontre. Pour autant, ce qui est un petit peu ce qui du coup différencie la vulnérabilité de la faiblesse, c'est que l'enfant peut être soumis aussi à une action bénéfique qui n'est pas menée. Notamment, donc, dans le cas du viol, la personne qui est au courant qu'un enfant subit des viols mais qui ne dit rien est aussi coupable que la personne qui commet l'acte. Et donc, cette non-action peut avoir tout autant un impact négatif sur le bon développement de cet enfant et du coup sur son épanouissement intellectuel et physique. Donc, les dangers sont de ces deux types de sortes. Comment l'enfant peut y faire face puisque lui n'a pas les ressources nécessaires en lui? Eh bien, il va devoir trouver des facteurs extérieurs, ce qu'on appelle des facteurs exogènes, qui vont devoir l'aider à pallier à cette vulnérabilité. Et c'est là où, du coup, l'existence de ces protections est très importante, puisqu'elle permet de montrer, en fait, qu'il y a une égale répartition des risques pour un enfant de devoir faire face à un danger. C'est d'ailleurs pour ça que la protection de l'enfance existe, parce que elle est là pour déterminer quand un enfant est plus vulnérable qu'un autre dans certaines situations, notamment les contextes familiaux un petit peu difficiles. Donc l'environnement tient une part fondamentale et centrale dans la vulnérabilité de l'enfant, et je pense qu'Émilie, avec l'alimentation, pourra nous en dire un peu plus. En effet, Marie, à travers l'alimentation, on peut voir à quel point l'enfant est un être vulnérable et n'est pas exposé de la même façon face aux risques de l'environnement et de la société. En effet, nos sociétés contemporaines et occidentales sont de plus en plus industrialisées et l'alimentation est perçue aujourd'hui comme étant un danger dans la mesure où en fait l'alimentation est synonyme de risques sanitaires par rapport à la qualité des aliments, mais également de risques médicaux par rapport à la montée en puissance de maladies chroniques chez les jeunes enfants, comme par exemple le diabète, le cholestérol et l'obésité. Louis Mathieu, qui est un sociologue français et professeur de conférences au sein de l'Université de Paris 10, a mené une recherche auprès de 20 familles françaises issues de deux milieux différents. Les deux milieux différents et ces observations ont pu démontrer à quel point l'appartenance sociale est un déterminant par rapport à la vulnérabilité de l'enfant face à ces risques sanitaires. Dans les milieux favorisés, la mère fait du bricolage culinaire en écoutant les programmes de prévention établis notamment par l'Organisation mondiale de la santé ou autres experts comme les médecins. Prenons par exemple, Prenons par exemple la surconsommation de la viande. Elle va essayer de faire du bricolage alimentaire pour essayer de faire en sorte que la viande soit remplacée par des légumineuses. Il va y avoir un regard très critique par rapport aux produits industrialisés où le plaisir et le goût de l'enfant vont prendre un peu moins d'importance par rapport à la qualité des aliments. L'école est perçue également comme un agent structurant dans la mesure où en fait elle est la continuation de l'apprentissage alimentaire et des bonnes pratiques. En revanche, la famille, à savoir les grands-parents, est vue comme un agent déstructurant. Souvent, les familles observées, les mères de famille, critiquent un petit peu le retour des enfants des vacances passées chez les grands-parents où ils ont pu manger assez gras et assez sucré. A contrario, dans les familles populaires, on peut voir la tendance inverse. Il y a une prise de recul par rapport au programme de prévention au niveau de l'alimentation et l'école est perçue comme un agent déstructurant puisqu'il y a en fait le bio, le retour au manger sain, serait tout simplement en fait synonyme de montée en puissance de marketing. Il y a également cette notion de la famille qui est vue en fait comme un agent structurant pouvant mettre en avant en fait des pratiques alimentaires au niveau du foyer. Les tendances sont donc très inversées en fonction des appartenances sociales. Le contexte social est également déterminant dans le développement cognitif de l'enfant, comme va nous l'expliquer dorénavant Laura. Des chercheurs ont tenté d'élucider comment l'environnement familial pouvait impacter sur le développement cognitif du jeune enfant.
Pour cela, des chercheurs donc ont mené des études auprès de 57 familles québécoises. Le but étant de distinguer quelles étaient les différences donc, de développement à travers donc, diverses classes sociales. Donc, ils ont mené ces études auprès de familles venant de classes dites défavorisées, basses, mais aussi auprès de familles dites de classe moyenne, et également auprès de familles dites de classe haute. Pour cela, ils ont utilisé donc la mesure du home. Ils se sont donc déplacés auprès de chaque famille et ils ont donc observé bien évidemment les familles tout en respectant donc une grille de critères. Et ce qu'il en est surtout ressorti, effectivement, c'est que c'est un fait avéré. Les enfants venant de classes donc élevées ont un développement cognitif et préscolaire beaucoup plus élevé que ceux venant d'une classe basse et moyenne. Effectivement, on peut considérer que peut-être l'environnement qui fait que l'environnement d'une classe assez élevée, les enfants ont plus de stimulation, plus d'activités proposées ou de choses comme cela. Et donc c'est un fait avéré avec les études de ces chercheurs. Les enfants donc venant de cette classe ont vraiment un développement cognitif et préscolaire plus élevé que ceux des deux autres classes, donc la classe moyenne et la classe dite basse. L'augmentation de la précarité dans les familles pousse les chercheurs à s'interroger sur son impact, plus particulièrement l'impact qu'elle a sur le père. En effet, ce dernier a traditionnellement un rôle de responsabilité concernant la réponse aux besoins de sa famille. Pour répondre à cette question, les chercheurs vont interroger les pères eux-mêmes concernant leur représentation du père et des rôles qui lui sont attribués. La recherche a permis de mettre en évidence que les pères sont très investis dans l'éducation de leurs enfants, dans le suivi de la scolarité, mais sont aussi soucieux de leur avenir et du bien-être de leurs enfants. Ils ont aussi mis en évidence un point important, c'est leur propre père à eux-mêmes, qui souvent étaient décrits comme absents de leur enfance, mais son impact est important puisqu'il se voit dans l'éducation qu'ils ont sur leurs propres enfants. On peut parler de transmission de valeurs. Et concernant la situation de précarité, la conjointe là a un rôle très important puisque c'est elle qui va aller demander l'aide à l'entourage ou des aides sociales, ce que le père ne fait pas, situation vécue comme un échec. Alors, est-ce que les pères en situation de précarité sont si différents des autres? Finalement, non. Ils sont tout autant investis dans le bien-être de leur enfant. Par contre, une question qu'on peut se poser, finalement, depuis 3-4 ans, il y a des évolutions féministes assez importantes. On le voit avec la question de la charge mentale qui pose la question des relations dans le couple. Mais un point important, je trouve, c'est la demande de l'allongement du congé paternité, demandé par des hommes. C'est pas seulement des femmes qui demandent plus d'égalité, c'est des hommes aussi. Donc ça montre vraiment qu'il y a une évolution dans les rapports hommes-femmes et donc dans les familles. Ça serait intéressant de se poser cette question-là.